Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du festival Histoire et Cité. C'est un vrai plaisir pour nous de vous retrouver autour de la thématique Dans la rue, avec des événements riches et variés. Je vais juste donner quelques indications sur le festival avant de laisser la parole à nos invités. À l'entrée et à la sortie de la salle, vous pouvez trouver quelques versions physiques du programme ainsi que des flyers avec un QR code. Ceci vous redirige vers un sondage qui nous permet d'avoir vos retours directs sur le festival et ce serait génial si vous pouviez y répondre. N'hésitez d'ailleurs pas à passer à la librairie Payot et au bar de la Guinguette, au rez du bâtiment, car ceux-ci sont ouverts ce week-end. Et évidemment, à profiter au mieux des derniers événements du festival. Merci beaucoup de votre présence, je vous souhaite un très bon week-end, et sur ce, je passe la parole à nos invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir ou bon après-midi plutôt à toutes et à tous. C'est l'atmosphère. Merci d'être là pour cette table ronde d'aujourd'hui qui est intitulée « Troubles dans la rue, masculinité, performance et revendications collectives » avec nos trois participantes et participants. Et je vais commencer par vous les présenter brièvement pour que vous les connaissiez un peu puisqu'on va discuter et rester ensemble pendant à peu près 1 heure. Donc tout d'abord, Clarissa Young. Salut Clarissa. Toi, tu es en train de préparer un travail de doctorat en histoire moderne à l'Université de Genève. Et tes recherches portent sur la criminalité, le genre et la mobilité. Ton travail actuel porte sur les liens entre les violences interpersonnelles et les dynamiques de masculinité à Genève, dont la seconde modernité, donc jusqu'à la fin du XVIIIe siècle à peu près. Et je crois qu'en parallèle de tes travaux d'historienne, tu t'intéresses également à l'histoire publique, en lien avec le public, avec l'art notamment, puisque avec Éléonore, que je vais présenter tout de suite, tu as co-créé une exposition l'année passée ou cette année ? Il y a 2 ans, voilà, qui était intitulée Furieuse sur l'histoire des transgressions féminines à l'époque moderne. Donc, on se réjouit beaucoup d'entendre ce que tu auras à nous apprendre par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Éléonore Beck, ensuite, tu es assistante en histoire médiévale et moderne aussi ici à l'Université de Genève. Et toi, tu es intéressée par l'histoire du genre et l'histoire sociale. Et ta spécialité, dans ton travail de mémoire à l'époque, était sur les suicides féminins à Genève au XVIIIe siècle. Et tu prépares également aujourd'hui une thèse de doctorat sous la direction d'Andreas Vugler, qui porte sur la politisation ordinaire et les dynamiques de genre dans la Genève pendant les révolutions entre 1780 et 1798. Et donc, comme Clarissa, tu as participé aussi à la création de Furieuse il y a 2 ans. Donc. Et enfin, Marc Aberlé, qui lui est chercheur postdoc, aussi ici à l'Université de Genève. Il a fait sa thèse de doctorat dans une autre université, celle de Neuchâtel. Tu as travaillé d'abord sur une question d'histoire religieuse, politique, puisque ta thèse portait sur la filiation prétendue entre le protestantisme réformé et la démocratie. Et c'est une recherche qui a été publiée aux éditions Alphil l'année passée, je crois, en 2023, qui s'intitule « Les républiques imaginées des réformés ». Et puis maintenant, tu changes un petit peu ta direction de recherche et tu travailles plus sur l'histoire sociale et culturelle et notamment, tu as un projet de recherche sur les sociétés de jeunes hommes, plus précisément à l'époque moderne, notamment les compagnies de garçons célibataires en âge de se marier. Donc toi aussi, tu es vraiment directement dans la lignée des questions qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, peut-être, sans plus attendre, je vais vous poser quelques questions par rapport à cette thématique. Je préciserai peut-être, je ne sais pas à quel point tous et toutes vous êtes connaisseurs de l'histoire moderne. Donc, quand on parle d'histoire moderne, on ne parle pas de l'histoire contemporaine. L'histoire moderne, c'est vraiment depuis la Renaissance, disons, depuis le XVIe siècle jusqu'à peu près à la fin du XVIIIe siècle avec les révolutions. Et c'est donc autour de questions de représentation, de revendication collective et de masculinité dans la rue à cette époque que nous allons discuter aujourd'hui. La première question que je voulais vous poser, puisqu'on parle beaucoup de rue, ça a été la thématique de tout le festival cette année,
finalement, quand on parle surtout de l'époque moderne, qu'est-ce que c'est la rue? Peut-être pour commencer. Oui, alors, c'est une question assez complexe, mais je vais dire déjà peut-être pour suivre la lignée des géographes, déjà quand on parle de rue, on parle d'un espace physique, matériel, mais aussi d'un espace relationnel. Donc je pense qu'on peut parler de la rue par rapport au sens qui est donné par les actrices et les acteurs de l'époque. Une des manières aussi de définir la rue, ce serait de parler, je pense, des usages de la rue, qui sont, je pense, particuliers pour l'époque moderne, puisqu'on est face, par exemple pour le cas de Genève, dans une ville close où il y a un certain entassement urbain, qui fait que les rues sont relativement bondées, et que ça crée forcément un rapport à l'espace qui est différent de nos sociétés plus contemporaines. Et alors, qu'est-ce qu'on y faisait dans cette rue à l'époque moderne ou à Genève en particulier? Quelles sont les activités? Alors, on peut imaginer bien sûr des activités des marchés, on déambule, mais est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles peut-être on ne pense pas? Merci. Alors, pour continuer aussi sur ce que disait Léonore, je pense que quand on parle de rue à l'époque moderne, d'abord, il y a une pluralité de rues, donc également des allées, des promenades, des chemins, des ruelles, des places, des rives aussi, les ponts et les rives à Genève, qui sont aussi des espaces, des formes de rue, si on veut, en tout cas des axes de passage importants. Et pour répondre à ta question sur les usages, donc on peut observer une pluralité de types de rues, pluralité de fonctions. Alors évidemment, on pense d'abord à tout ce qui relève de la circulation, mais à l'époque moderne, dans les rues, sur les ponts, il y a aussi toute forme de pratique de sociabilité, de jeux, d'enfants, d'activités, que ce soit de la vie familiale, conjugale, amicale. D'ailleurs, ce serait sûrement un point sur lequel on pourrait revenir, mais la question des sphères, est-ce qu'on pouvait vraiment distinguer donc sphère publique, sphère privée, espace public, espace privé? C'est quelque chose que l'historiographie a longtemps pensé sous forme de binarité très opposée, et maintenant les recherches plus récentes ont quand même montré une plus grande porosité dans les usages et donc entre les sphères. Oui, effectivement, il y a cette question des sphères, hein, qui, je crois, depuis Rousseau à peu près, on a cette idée que voilà, la femme est dans la sphère domestique, la sphère privée, la maison, et puis l'homme ou les hommes, eux, sont dans la sphère publique, alias la rue. Donc il y a un lien qui est fait entre femme et maison, entre homme et rue. Est-ce que c'est quelque chose qui s'observe concrètement à l'époque moderne, ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué que ça? Alors, c'est assez intéressant parce que c'est un peu plus compliqué que ça pourrait décrire l'époque moderne et l'histoire en général. Et c'est un petit peu l'idée qu'on avait eue, ce qui nous a stimulé dans l'appel fait par le Festival Histoire et Cité pour cette année 2024. C'est aussi l'une des raisons de l'intitulé de cette table ronde, un trouble dans la rue. Définir la rue à l'époque moderne en tant que concept, c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que il faut toujours éviter, et notamment pour cette question de sphère et d'espace domestique féminin, d'espace public masculin, essayer d'éviter de projeter nos propres représentations sur la réalité de l'époque moderne, qui est une réalité qui est difficile à saisir et que nous, en tant qu'historiennes et historiens, on peut saisir par le biais de documents qui eux-mêmes sont un peu biaisés. Alors moi, je suis arrivé à réfléchir sur le concept de rue un petit peu par la bande, parce que je réfléchis plutôt à la jeunesse et à la jeunesse masculine, qui est aussi tout autant compliqué à définir. Mais je pense que la rue aussi, c'est un espace de mixité sociale et sexuelle, ce qui n'empêche pas certaines catégories d'âge ou certains genres de faire un usage différencié de la rue. La rue, à cette époque-là, c'est une rue encombrée parce que c'est une rue qui vit. C'est aussi moins un lieu de passage qu'un lieu de vie, d'où l'encombrement. On peut croiser des animaux, on peut croiser on vend, voilà, on fait les choses dans la rue. Donc cette question de séparation entre espace public et espace domestique est à nuancer. Je pense qu'elle se fait en pointillé parce qu'il y a une symbolique sur la
possession d'une maison, le seuil qui est importante, mais qui est toujours porté sur la rue. Donc il y a, à mon avis, un phénomène d'échange qui se fait, une certaine porosité, avec ces limites entre ces deux espaces qui est de l'ordre de moins de la frontière que du commutateur entre deux réalités. Mais alors, est-ce qu'on pourrait dire que la rue est hiérarchisée, en fin de compte? Parce que donc, tu le dis, il y a plein de monde dans la rue, il n'y a pas que des hommes, évidemment, il y a aussi des enfants, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des hommes, des femmes. Mais est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce que la rue appartient aux hommes? C'est une idée qu'on pourrait se faire. Oui, ça marche. Oui. Par rapport à un peu ce qu'a dit aussi Clarissa tout à l'heure, par rapport à justement cette impossibilité de caractériser un espace comme privé ou comme un espace comme public, en particulier pour les périodes d'époque moderne, ça a aussi permis, enfin ça a aussi conduit beaucoup un espèce de mythe historiographique sur le fait que la rue serait un espace justement de mixité sexuelle et sociale qui permettrait un libre accès aux femmes de milieux modestes et intermédiaires. Et je pense qu'il y a aussi toute une historiographie récente qui réfléchit, justement, comme l'a dit aussi Marc, de manière un petit peu plus, avec plus de modulation sur cette question. Et par exemple, je pense qu'il est important de prendre en compte la question du temps. Donc par exemple, à quel moment de la journée est-ce qu'on circule dans la rue, que ce soit le soir, par exemple, la nuit, il n'y aura probablement pas la même appropriation de l'espace, aussi les pratiques qui vont être mises en avant. Donc pour mes recherches, par exemple, le fait de chanter des chants révolutionnaires pendant la période révolutionnaire ou pré-révolutionnaire, c'est une pratique que j'observe principalement par les hommes et pas beaucoup par les femmes. Et c'est une prise de contrôle de l'espace sonore qui, d'une certaine manière, est aussi une forme de prise de territoire aussi, et voilà, une manière aussi de signifier à des non-patriotes qu'ils ne sont pas vraiment la bienvenue dans la circulation de la ville. Alors on arrive donc vraiment à cette question de la rue comme lieu de revendication, justement. Donc là, tu parlais de la question de la révolution. Toi, tu travailles sur les sociétés de jeunes gens et notamment, si je ne me trompe pas, sur les charivaris. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur justement cette prise d'espace par des jeunes garçons pour revendiquer quoi finalement? Alors, qu'est-ce qu'ils revendiquent ces garçons? Alors, c'est la difficulté, puis on pourra lier ça avec ta... Peut-être juste dire ce que c'est un charivari. Voilà. Alors, Enfin, un je sais pas si les gens... charivari, c'est une espèce de chahut organisé par certains groupes de la population destiné à persifler et à couvrir de honte une victime. Une victime qui peut être, alors l'exemple toujours sorti pour l'époque moderne, c'est par exemple un homme veuf qui se marie avec une jeune femme, donc un cas de remariage, qui va être entre guillemets puni par cette pratique de charivari. Alors la victime n'est pas forcément présente lors du charivari. On va peut-être la jouer, quelqu'un va se déguiser, ou elle va carrément être absente, mais tout le monde sait pourquoi il est organisé. Et en fait, ce sont généralement les garçons, les hommes célibataires, qui se rassemblent et qui font du bruit, qui tapent sur des casseroles, qui se déguisent, ou souvent qui montent à l'envers sur un âne en tenant la queue pour bride. Donc il y a toute une symbolique de l'âne, animal réputé bien monté, et qui sert aussi à exprimer des angoisses collectives, des angoisses d'un retournement, ou bien un cas, alors j'ai trouvé, il y a 3 cas, en tout cas 2 attestés dans la campagne genevoise du XVIIe siècle, d'un mari qui se fait battre par sa femme. Donc l'idée d'un mari dominé par sa femme. Et là, en fait, les garçons prennent un petit peu sur eux le rôle de rétablir une sorte d'honneur masculin qui serait bafoué par ce comportement. Et donc le charivari, là c'est ça qui est intéressant, le charivari a lieu dans l'espace qu'on dirait public aujourd'hui, il a lieu dans la rue, il constitue un cortège qui est armé, qui est itinérant, qui est bruyant, et qui a pour vocation un petit peu d'attirer l'attention en fait. Il y a une sorte de visibilisation des pratiques ici, et qui révèle en fait des hiérarchies.
Et tu as dit plusieurs fois le mot de honneur, donc il y a une question de territoire, effectivement, de possession des femmes. Hein. On possède, on se fait voler une femme à marier par quelqu'un, donc on va la revendiquer quelque part dans la rue. Il me semble que la question d'honneur ressort dans vos 3 travaux, en fait, dans vos recherches en général, et que la rue est un lieu assez intéressant pour ça, puis c'est un lieu de négociation de l'honneur, donc c'est un lieu où on peut revendiquer l'honneur, mais c'est aussi un lieu où l'honneur peut être plus facilement mis en péril, puisque les choses qui arrivent aux yeux de tous et de toutes. Et il me semble que, Clarissa, toi, tu parles des questions d'injures, notamment, dans tes travaux. Et la question de l'honneur, justement, est particulièrement sensible du moment qu'on est dans la rue. Oui, alors c'est intéressant. Effectivement, si on suit une partie de l'historiographie aussi, donc l'honneur, c'est vraiment un concept central. Donc, pour l'époque moderne, protéger sa réputation, défendre sa réputation, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur l'honneur, sur en quoi l'honneur diffère selon le genre de la personne. Alors, c'est sûr que le fait d'être dans la rue, comme disait aussi Claude Gauvard lors du festival, je ne sais pas si certaines ont pu assister à sa présentation, elle parlait de l'importance de l'honneur qui se joue donc dans la rue, qui est une forme de justice parallèle dans la rue, où on est dans le tribunal de la réputation de l'honneur. Maintenant, je pense que c'est aussi intéressant, alors pour revenir à la question des sources, donc quand on travaille sur les injures, on travaille sur les archives criminelles principalement, et toutes ces archives ont un biais lié à la nature des sources, au contexte de leur production, et donc ce à quoi on accède à travers nos archives. Alors bien sûr, on accède à des pratiques, mais aussi à un récit, et d'abord peut-être au récit. Donc le fait de voir l'honneur revendiqué dans ces interrogatoires, dans ces procès, peut-être que ça en dit peut-être même plus sur les stratégies des justiciables. Qu'est-ce que les justiciables mettent en avant pour expliquer leur recours aux troubles, et notamment aux troubles dans la rue, que sur les comportements réels. Donc je trouve que c'est un peu compliqué. Alors bien sûr, il y a la question de l'honneur qui est une des motivations, c'est sûr, mais il y a également d'autres éléments, peut-être aussi des éléments plus pratiques. On parle de la rue, mais des questions plus matérielles, plus pragmatiques, qui, à mon avis, sont peut-être parfois un peu sous-estimées, mais qui jouent aussi un rôle dans la négociation et la revendication de la rue et de la sociabilité de manière générale. Et est-ce que cette question d'honneur dans la rue est plus sensible pour les femmes que pour les hommes ? Par exemple, si une femme est même victime d'un crime et qu'elle va témoigner, est-ce qu'elle aurait tendance à dire que ça ne s'est pas passé dans la rue pour justement éviter d'être cataloguée en fait comme frivole parce qu'elle était dans la rue? C'est des choses que vous observez dans ces narratifs justement utilisés par les acteurs et les actrices. Alors du coup, ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on a fait avec Éléonore sur Furieuse. Effectivement, pendant une longue période, les historiens et historiennes ont plutôt pensé que l'honneur était d'abord une valeur défendue par les hommes dans l'espace public, tandis que l'honneur féminin relevait d'abord de la chasteté, donc de la réputation sexuelle et morale. Et en fait, c'est des idées qu'on peut maintenant un petit peu nuancer. On a des cas très concrets de femmes qui portent plainte pour leur honneur et qui vont également défendre leur honneur. On a des cas de femmes qui se battent dans la rue, qui investissent l'espace public pour défendre leur honneur, pour se venger d'une offense. Donc, alors bien sûr, l'honneur masculin-féminin, il y a quand même des différences de genre, des différences aussi qui sont liées à des milieux sociaux différents, donc pas seulement de genre, mais aussi intersectionnels. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qu'on a voulu aborder ici, c'est d'avoir une approche plurielle, intersectionnelle du genre. Je me permets de rajouter, parce que je pense qu'effectivement l'approche intersectionnelle est particulièrement importante. Je pense notamment au fait que parfois on pense aux bandes d'hommes qui vont justement prendre le territoire. Je l'ai dit, je voulais un tout petit peu modérer aussi ça. Et je pensais par exemple à un cas que j'ai en 1792 où des groupes d'hommes, enfin un groupe d'hommes étrangers, donc qui sont identifiés comme allemands, des messagers, enfin ils sont identifiés comme des messagers des jeunes,
vont traverser le quartier de Saint-Gervais, un peu ivres en fin de journée, en chantant des chants révolutionnaires, enfin, le célèbre Ça ira. Et en passant sur le quartier de Lille, dans une des rues, les femmes du quartier vont apparaître aux fenêtres, se mettre à crier pour demander aux hommes de se taire. Et ce qui est intéressant, c'est que par leur multiplicité, le fait qu'elles soient toutes présentes dans l'espace, mais aussi peut-être par leur présence spatiale aussi, disons, par le haut, les hommes vont se taire. Donc ça montre aussi que le rapport de force et l'honneur aussi de quartier peut aussi supplanter d'une certaine manière voilà, les logiques simplement de genre et de masculinité. J'ai l'impression, en vous entendant, que l'honneur revient et concerne tout autant les hommes que les femmes. Il y a aussi cette question de polarisation, d'ambiguïté, si vous voulez, entre, il me semble, la rue comme lieu de subversion, comme lieu de revendication, mais aussi comme lieu de contrôle. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on voit particulièrement avec ces sociétés de jeunes gens qui sont à la fois transgressifs et à la fois une espèce de police des mœurs parallèle. Complètement, c'est extrêmement ambigu en fait. Cette question de l'honneur, vraiment, il faut savoir que ces compagnies de jeunes gens, ces abbayes de Maucouvert, c'est des appellations très hétérogènes, mais qui désignent un phénomène plastique, mais qui peut être attesté en divers endroits. C'est l'abbaye de Saint-Pierre, dont on a un règlement en 1491 à Genève, c'est les enfants de Lausanne, c'est le Häuserstand de Berne, c'est 18 abbayes dans la grande ville de Lyon au XVIe siècle. Donc ça va beaucoup varier au niveau du recrutement social, etc. Mais par contre, la question de l'honneur irrigue quand même toute leur raison d'être à ces compagnies. J'ai trouvé, et Aline, tu connais cette source, un petit livre sur la compagnie des garçons de Jurien, c'est dans la terre de Romain Mottier, et c'est une source assez saisissante parce qu'on a non seulement les 17 articles que se donnent les garçons pour bien se comporter comme un garçon de bien et d'honneur, c'est le terme qui revient, mais aussi de 1716 à 1780, ce qu'ils font. Et d'ailleurs, c'est ce qui manque dans le règlement genevois de 1491, où on n'a que les articles. C'est déjà bien, 24 articles, mais ça ne dit pas tout. Et ces articles disent aussi que les garçons se mettent au service des libertés et franchises de la cité dans le but de faire forte la justice. De quelle justice parle-t-on? Comment font-ils justice? Comment perçoivent-ils la justice qu'ils prétendent défendre? Et surtout, sur quelles modalités? Et là, en fait, ces modalités, elles sont effectivement très paradoxales parce qu'on parle de masculinité au pluriel. Ces garçons sont dans un statut un peu particulier parce que ce ne sont pas eux qui exercent la domination, ils sont encore sous la domination des pères, ils ne sont pas encore mariés. Et en même temps, ils prétendent perpétuer les valeurs qui sont celles auxquelles ils se soumettront plus tard quand ils exerceront les responsabilités. Donc c'est comme si dans la rue, ils s'exerçaient un petit peu aux responsabilités, ils s'exerçaient à apprendre les règles en les faisant porter sur ceux qui ne les respectent pas. C'est typiquement un petit peu le but d'un charivari, c'est de soumettre ceux qui dévient de la règle à des phénomènes de honte publique. Alors on a le cas, comment est-ce qu'on sort généralement d'une compagnie de garçons? C'est par le mariage, en payant son vin de couillage. Et le vin de couillage, en fait, est simplement soit du vin en nature ou bien une somme d'argent donnée à la compagnie des jeunes gens. Et le terme approprié, c'est que c'est pour que la compagnie des jeunes gens fassent honneur aux couples nouvellement mariés. Donc il y a quelque chose qui se met en place de très paradoxal, de volonté de perpétuation de la norme, mais sur un mode qui peut parfois déborder en violence, parce qu'une des autres fonctions de ces groupes prétendant faire la justice, c'est d'être armés. Donc on a quand même une sorte d'hybridité dans la façon de se rassembler, qui peut déborder et qui peut parfois menacer l'ordre public, parce qu'on c'est pas la justice des magistrats, là, c'est une autre forme de justice. Je réfléchis encore à comment appeler cet espace infrajudiciel,
Mais quelque chose de très paradoxal qui se met en place dans ces actions qui sont généralement menées dans la rue. Et qui sont donc en grande partie tolérées par les autorités, ce qui fait vraiment la différence par rapport aux émeutes que vous évoquiez tout à l'heure, puisqu'on est justement dans ce jeu de reproduire une hiérarchie, de reproduire des règles, alors que dans le cas des émeutes, on est en train de vraiment vouloir les changer. Et je me demande donc s'il n'y a pas une temporalité, une évolution, notamment, je dirais, jusqu'au 18e et à partir du 19e, avec justement une rupture liée aux révolutions, où les revendications dans la rue changeraient, justement. Est-ce que vous... Je vais passer la parole, je rebondirai après. Alors en termes d'évolution, franchement, je ne m'avancerai pas par rapport à ce qu'a dit. Après, il y a des pratiques probablement de contestation qui, en tout cas, restent dans le répertoire d'action des populations pendant la période révolutionnaire. Et puis, je pense effectivement aux charivari. Probablement, moi, j'ai vu des charivari, des sortes de charivari, comme elles sont appelées par les autorités, qui sont en fait vocation politique. Enfin, voilà, donc il doit y avoir effectivement une porosité entre les deux. Mais après, je voulais quand même insister sur le fait que la rue, en tant que telle, c'est pas la rue qui est un espace de revendication, dans le sens, c'est pas la rue qui a une agentivité qui lui est propre. Évidemment, la rue est un moyen d'action pour des populations contestataires. Et dans les cas d'émeutes, effectivement, non seulement c'est un moyen d'action, mais c'est aussi un espace de visibilité pour revendiquer, pour s'opposer par exemple à la cherté du blé. Je pense à une célèbre émeute à Genève en janvier 1789, où effectivement on va par exemple barricader le quartier de Saint-Gervais. Donc on voit que la rue n'est pas juste un moyen de se visibiliser, mais aussi, très concrètement, un moyen de fracturer l'espace urbain et de revendiquer politiquement son opposition et de faire balance avec les autorités. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à des différences entre avant et après la Révolution? Alors moi, c'est moins avant et après la Révolution qu'avant et après. Alors je pense que ça doit être un atavisme dû à ma recherche doctorale, et je pense toujours à la Réforme, aux réformes catholiques et protestantes. Mais dans mon cas des abbayes de jeunes gens, si on regarde un petit peu l'historiographie qui a pu être produite sur le sujet, on a quand même ces compagnies qui sont plus ou moins florissantes du 15e au 16e siècle, et que c'est à partir de 1620-1640 que ces compagnies commencent à s'essouffler. Et c'est aussi le début d'une implémentation, pour utiliser un terme horrible, de la norme effective à la suite des réformes, et donc une capacité pour les hommes d'Église de dénoncer les scandales prêtés à la jeunesse de manière plus efficace qu'auparavant. Parce qu'auparavant, ce qu'on peut constater, c'est une espèce de connivence entre les autorités publiques et ces abbayes de Maugouvert, aussi pour la simple et bonne raison que souvent les gens qui composent les abbayes de Maugouvert sont les fils de notables. Et donc il y a la volonté peut-être de couvrir leurs actions et de traiter son linge sale en famille, entre guillemets, ce qui par définition ne produit pas de source. Alors ça c'est un petit peu compliqué pour essayer de mesurer un tel phénomène, mais ça me faisait penser justement à ce qui se passe à Chênes en 1631, donc on est dans ce moment-là, où là on n'est pas dans la ville en fait, on est plus loin, on est à Chênes, et c'est ceux de Chênes, et là c'est un procès criminel sommaire des insolences commises par ceux de, je l'ai sous les yeux, par ceux de Chênes en leur prétendue abbaye de Maugouvert. Donc une abbaye de Maugouvert qui apparaît en 1631, et là apparemment il y a une sorte d'extranéité qui mène à cette procédure parce que les seigneurs de Genève ne tolèrent pas ce que font ceux de Chênes, et ceux de Chênes rétorquent que c'est leur habitude de traiter ce genre d'affaires en rassemblant une abbaye de Maugouvert. En l'occurrence, l'affaire c'est un cas de mari prétendument battu par sa femme. Donc évidemment, à chaque fois qu'il va y avoir des changements politiques, institutionnels, religieux importants, toutes ces dynamiques autonomes, on va dire, communautaires, sont réorganisées, doivent restructurer. Restructurer, voilà. Et là, il y a en fait une superposition de deux éléments, parce que ce qu'il se passe, c'est que Jacques Brasier, l'abbé, fait réunir
l'abbé fait adjournement de toute la jeunesse et autres du village de Chênes de se trouver sous peine d'amende et d'indignation devant sa maison le dimanche. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, Nicolas Bonnet, pas le vigneron actuel, mais un autre Nicolas Bonnet, a un tambour, le fait sonner pendant que la cloche rappelle la jeunesse pour écouter le catéchisme. Donc là, il y a en fait deux niveaux qui se superposent et qui expliquent aussi la situation qui, par la suite, va se détériorer encore plus. C'est intéressant. Donc là, tu nous as carrément lu des passages d'une source. Et c'est vrai qu'on parle un peu comme ça depuis tout à l'heure. Toi aussi, tu as évoqué la difficulté de prendre des fois la bonne distance par rapport à ces sources qui, naturellement, ne sont pas complètement neutres. Comment on fait pour parler des gens dans la rue? Avec quelles sources? Qu'est-ce qu'on utilise comme historienne, comme historien? Qu'est-ce qu'on a à disposition, en fin de compte, pour parler de ça? On l'a un petit peu évoqué par-ci, par-là, mais est-ce que vous arriviez à nous dire qu'est-ce que vous utilisez? Alors, donc moi, je travaille plus spécifiquement sur les violences, et donc forcément, avec le biais... les sources qui s'imposent le plus, ce sont les archives criminelles, donc les procédures criminelles, les procédures aussi instruites par le tribunal du lieutenant pour Genève. Et en fait, à côté de ça, il y a aussi les registres du consistoire, qui pour l'époque moderne à Genève, c'est vraiment une source très précieuse. Peut-être tu peux dire qu'est-ce que c'est le consistoire? Alors le consistoire, c'est l'organe qui s'occupe de la discipline ecclésiastique, dans le projet calvinien notamment. Et en fait, le consistoire à Genève a quand même une certaine autonomie par rapport à d'autres consistoires, avec notamment la mainmise sur l'interdiction de la scène, interdiction qui peut être temporaire ou définitive. Et l'interdiction pour les personnes qui ont commis un délit de pouvoir partager la scène. Et c'est un organe qui prononce principalement donc des mesures spirituelles, mais qui peut également renvoyer des procédures aux autorités, donc au petit conseil, donc au tribunal criminel. Et en fait, c'est un organe qui n'est pas composé uniquement de pasteurs, mais également d'anciens. Donc c'est un organe mixte. Et c'est donc dans ces tribunaux, on a des procès-verbaux où on explique ce qui s'est passé, on donne le nom des acteurs, des actrices, des gens, et on donne les circonstances dans lesquelles c'est arrivé, par exemple, pour qu'on puisse parler de la rue. Quelles sont les indications qui te font dire ça s'est passé dans la rue, ça a à voir avec la rue? Alors, pour le consistoire, c'est un registre. Donc, on a comme l'activité des ministres, mais de manière assez résumée. Donc, malheureusement, c'est pas aussi riche que les procès criminels. Mais malgré tout, on trouve quand même des circonstances, et notamment la spatialité, qui est une des circonstances qui peut impacter, influencer la décision de justice. C'est vrai, donc c'est-à-dire dans quel sens la spatialité peut impacter, c'est-à-dire selon où s'est passé le délit? Oui, bien sûr. Donc, notamment la doctrine indique aussi très bien que si un délit, une injure par exemple, est prononcée dans un lieu où s'exerce la justice, par exemple, donc dans les tribunaux, ou alors dans une église, un temple, donc c'est considéré comme un délit plus grave. On est dans une justice qui est arbitraire, donc forcément les circonstances sont importantes dans l'examen en fait du délit et donc dans la décision judiciaire. Après, il y a d'autres formes de sources aussi. En fait, on peut appréhender ces questions à travers d'autres sources. Donc, moi, je travaille aussi un petit peu sur les factums, qui sont des mémoires judiciaires de justice civile, où on retrouve également des affaires d'injures et de violences. Oui, puis un autre exemple, c'est les égo-documents. Je travaille un peu aussi avec les égo-documents. Donc, égo-documents, ça veut dire les documents écrits par les gens eux-mêmes. Voilà, exactement, les journaux intimes. Les journaux intimes, mémoires. Les mémoires, voilà, exactement. Et là, peut-être l'intérêt, c'est que contrairement aux archives judiciaires, on a quand même un biais de classe, c'est-à-dire qu'on va quand même se retrouver face à des justiciables qui sont rarement de l'élite, quoique pendant la période révolutionnaire, parfois, quand même oui. Donc en fait on a accès aussi à la mobilité ou au rapport à la spatialité des élites. Puis par exemple là je travaille moi sur deux femmes qui ont écrit un mémoire en lien avec la période révolutionnaire à Genève. Et puis c'est des femmes de l'élite patricienne. Puis ce qui est intéressant c'est qu'on voit que leur mobilité elle change. Enfin bien sûr il faut se méfier de ces sources
biaisées, mais elle se raconte en tout cas d'une manière où elle se transforme dans la mobilité, c'est-à-dire qu'elle elle circule en calèche avant la Révolution, puis à partir du moment où il y a la Révolution, elle commence à circuler dans les rues de Genève à pied. Donc on voit que d'une certaine manière, elle se désaristocratise, pas parce qu'elle voue une allégeance au nouveau régime, mais plutôt pour être discrète probablement. En tout cas, c'est la manière dont elle se raconte, et puis ça leur... en tout cas, elle se présente tout à coup avec une nouvelle autonomie, une nouvelle forme d'agentivité qui est liée à cette agentivité nouvelle dans la rue. Et donc, elles osent, ou elles aller vraiment à pied dans la rue, ce qu'elles faisaient moins avant, après la Révolution. Mais est-ce que elles font partie des émeutières, certaines? Est-ce que tu sais ça? Ouh là, alors vraiment pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas que je ne sais pas, c'est que je suis sûre qu'elle faisait C'est pas sûr partie que des non, émeutières. oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces émeutières, justement? Oui, bien sûr. C'est vrai que pour les personnes qui ne sont peut-être pas familiers avec l'époque moderne, c'est vrai que depuis les années 80, on a mis en avant le fait que les femmes étaient très présentes dans les émeutes, ce qui a beaucoup surpris les historiens, au départ, les historiens du politique. Mais en fait, c'était, et selon les termes d'Arlette Farge, ce sont des évidentes émeutières, c'est-à-dire que c'était tout à fait normal aussi pour cette époque, pour les femmes, de prendre la rue. Donc c'est assez intéressant aussi parce que je pense qu'on a beaucoup parlé des émeutes qui étaient typiquement masculines, typiquement féminines, ou des émeutes qui seraient mixtes, mais on a peut-être parfois un peu oublié que dans une émeute, par exemple, qui serait plus portée par les hommes, les femmes jouaient parfois un rôle en arrière-plan qu'on ne voit pas forcément directement. Pareil pour les émeutes où il y a principalement des femmes, et dans les espaces mixtes, enfin dans les moments où il y a les émeutes mixtes, ils ne vont pas forcément s'approprier les mêmes espaces. Donc par exemple, les femmes ont tendance justement à utiliser beaucoup les espaces liminaires, comme les fenêtres, pour appeler au cri d'armes, pour rassembler la population, pour se révolter ou s'armer de pierres. Donc j'ai beaucoup de cas où justement les femmes vont jouer en fait de cette frontière aussi ambiguë entre l'intérieur et l'extérieur pour prendre aussi du pouvoir dans la rue. On arrive gentiment au bout. J'aimerais pouvoir laisser l'Assemblée vous poser aussi des questions, mais on a beaucoup effleuré cette question de liminarité, il me semble, sur un tas de plans, à la fois physiques, spatiaux, hein, comme tu le dis. La rue, est-ce que le pas de la maison, c'est la rue? Est-ce que c'est déjà la maison? Où est-ce qu'on se situe? Il y a les quartiers, comme tu le disais tout à l'heure, dont on peut soit se barricader dans les quartiers, soit les ouvrir. Et puis aussi une zone de frontière ou de porosité entre, comme toi tu le montres très bien, entre des revendications, de la subversivité, ou au contraire un lieu de normalisation en fait. Et la rue, il me semble, est quelque part un lieu où se jouent ces différentes frontières. La rue comme espace frontière, est-ce qu'on pourrait plus ou moins conclure comme ça? Oui. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter, que vous aimeriez dire? Il y aura encore plein de questions, hein. Moi, j'aimerais vous demander, on a beaucoup parlé de la ville, on a un petit peu évoqué la campagne, mais les rues de la ville, est-ce que c'est les mêmes que celles de la campagne? Est-ce qu'on utilise aussi la géographie quand on fait de l'histoire pour pouvoir parler de la rue? Mais ce que je vous propose, c'est peut-être que je laisse le public vous poser des questions, et puis si on a encore un petit peu de temps, on en discutera tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a un micro qui circule? Oui. Alors, c'est bon? Oui. Je suis désolée, par contre, pour animer là, c'est dur, je ne vous vois pas. Ah oui, voilà, merci. C'est gentil. Oui, je vois qu'il y a une question là-bas. Est-ce que... Voilà. Merci. Merci beaucoup, c'était vraiment, vraiment très intéressant. J'ai une question par rapport aux égo-documents. Est-ce qu'à votre connaissance, il existe des égo-documents qui soient produits par... évidemment, c'est une question, j'imagine, à laquelle la réponse est sans doute non, mais est-ce qu'il existe des égo-documents qui ne soient pas écrits seulement par des dames de la bonne société? Est-ce qu'il existe des égo-documents qui retranscriraient la vie de gens de la petite... des classes moins favorisées? Alors, il en existe, oui. Mais je dois quand même dire que c'est minoritaire. Et puis, bon, là, j'ai parlé de 2 égo-documents de femmes.
Mais là, c'est deux pépites, si on veut, que j'ai trouvées, je dois quand même le préciser. En fait, en majorité, on en parlait avec mon collègue Nicolas de Félix. Il disait que la plupart de ces égo-documents étaient quand même produits par des hommes de 40-50 ans, protestants, et puis que voilà, ça reste une minorité. Mais ça existe, il y a plusieurs cas, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je crois ici. J'aurais une question pour Marc. La transformation, la mutation de ces groupes de jeunes hommes des abbayes, à peu près vers 1630, où est-ce qu'ils se retrouvent après? Qu'est-ce que ça devient? Alors ça, c'est une très bonne question, dans le sens où ces groupes... On était sur la question de frontières et de binarité. Et puis la binarité, on peut la retrouver partout, parce que, est-ce que ces groupes sont formalisés? Le groupe formalisé de l'abbaye de Saint-Pierre, 1491, c'est très formel. Ensuite, elle disparaît un peu dans les limbes, on ne la mentionne plus. Et est-ce que des groupes se réunissent de manière informelle, des groupes informels, et où se réunissent-ils? Chez des gens, peut-être. Pour Genève, c'est peu documenté. Pour la Suisse alémanique, c'est plus documenté. Bon, après, là, on va regarder aussi la binarité entre les... Il y a deux types de sociétés de garçons. Les sociétés à entrage, dit à entrage ou passation, c'est-à-dire qu'il faut payer pour rentrer dans la société. Par exemple, cette société des garçons de Jurien, c'est 10 bâches, 10 bats pour y rentrer. Mais on peut faire un petit effort en fonction de la condition de l'impétrant. Et il y a d'autres sociétés qui sont a priori pas des sociétés à entrage où tous les hommes sont considérés théoriquement membres. C'est ce qui se passe en fait en 1626 à Corsinge dans un autre cas de Charivari. Et là d'ailleurs c'est ce qui apparaissait aussi pour Chêne. Ceux qui ne participent pas vont être soumis à une amende par le notable local. Donc où se réunissent-ils? Ils se réunissent généralement pour un événement un petit peu exceptionnel. L'abbaye sort de sa léthargie et est généralement réunie devant la maison de l'abbé. L'abbé qui porte la crosse, c'est ce qui est marqué dans le... On ne parle pas d'abbé, on n'est pas dans le liturgique, rien du tout, on est dans du purement sécularisé. Mais donc ils vont se réunir souvent devant la maison de cette personne, ou bien dans des espaces, dans des lieux un peu névralgiques. Ils ne vont pas forcément se réunir au détour d'une rue sombre, parce qu'aussi il y a une vocation de rendre leurs actions visibles, leurs actions collectives visibles, de les rendre publiques. Donc un petit peu de tout. Et alors après, dans les espaces suisses alémaniques, ils peuvent aussi avoir l'usufruit d'une Stube, comme on les appelle là-bas, voire de la salle du conseil. Alors là, c'est pour ces compagnies à entrage, qui sont des compagnies destinées aux patriciens, et qui jouent en fait, l'Äußerer de Berne, son nom, c'est l'opposé de l'Innerer Stand, qui est le nom des conseils bernois, donc des vrais conseils. Donc voilà, ça varie en fonction des lieux, pour ce qui est des lieux de réunion. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question? Je vois pas. N'hésitez pas vraiment. Là-bas, est-ce que... Ah oui, là-bas, je vois des gens. Comme j'ai raté le début, peut-être que vous avez abordé sous une question des masculinités déviantes et marginales, que ce soit la figure du prostitué ou du buveur, donc la rue comme lieu des classifications, d'hierarchisation d'une masculinité valorisée et marginale et marginalisée. Est-ce que, notamment dans les affaires criminelles, est-ce qu'on voit ça apparaître la rue comme lieu, comme espace de cette qualification de la masculinité, une qualification morale, éthique? Alors effectivement, donc, dans les violences, on voit des négociations et notamment des négociations de masculinité. On voit aussi, alors là je pense... alors il faut savoir que la violence, donc longtemps, elle a été considérée comme l'apanage plutôt des hommes, avec des chiffres qui ont été avancés à environ 90% des affaires seraient commises, dont l'auteur serait un homme. Et en fait, c'est des chiffres qu'on peut quand même nuancer un petit peu maintenant si on consulte d'autres juridictions, notamment des juridictions inférieures.
Maintenant, il est vrai quand même qu'il y a une surreprésentation masculine et beaucoup d'affaires de violences masculines mettent aux mains des hommes. Donc, à partir de là, on peut observer des querelles de masculinité. Après, j'ai quelques exemples assez intéressants, outre les violences de genre, mais aussi des violences qui sont dirigées sur un type d'hommes, notamment je pense là à certains corps de métier masculins qui sont considérés comme infâmes dans la ville, et donc notamment les chasse-gueux à Genève, qui sont des petits officiers subalternes qui exercent différentes tâches considérées comme infâmes, et ces individus sont souvent aussi objets de marginalisation et de violence. Donc là, on peut par exemple identifier une forme de masculinité marginalisée si on reprend les catégories de Connell. Après, on peut aussi penser aux charivari qui mettent en évidence des masculinités qu'on peut qualifier de subordonnées, si on reprend cette typologie de pluralité de masculinité. Mais oui, effectivement. Merci. Je crois que j'avais vu une autre main se lever là. Oui. Bonjour. Est-ce qu'on peut parler d'une rue envahissante comme quelque chose à laquelle on ne peut pas mettre de limites? Donc je pense surtout au fait qu'il y ait une certaine collectivité moralisatrice dans la rue qui peut envahir l'intérieur d'un foyer. Question complexe. Disons, je pense qu'effectivement, la frontière entre l'intérieur et l'extérieur est relativement poreuse, mais il y a quand même une frontière. Donc je ne dirais pas que l'espace domestique est complètement ouvert. Voilà. Mais par contre, il y a effectivement des transgressions qui peuvent être faites. Et je pense au cas, par exemple, des prostituées, où on voit qu'il y a un regard moral qui est porté sur les prostituées, et notamment le fameux cas des sœurs Paillard dont on a beaucoup parlé. Et là, je trouvais intéressant parce que c'est un cas qui se déroule dans l'espace domestique de femmes prostituées qui exercent chez elles au moment où il y a une révolution genevoise et énormément de soldats qui sont présents dans la ville. Et ce contexte va conduire justement ces prostituées à appeler depuis leurs fenêtres des soldats dans la rue ou sur une place publique. Et ça, c'est une transgression spatiale, puisque toute la communauté autour va se retourner contre les prostituées qui exerçaient depuis plusieurs mois de manière plus ou moins tolérée aux yeux du voisinage, mais c'est une transgression qui est trop grande pour la communauté du voisinage, qui va finalement se saisir du pasteur de quartier, et les prostituées vont être réprimées. Mais je tiens justement à insister sur le fait qu'il y a quand même une frontière, disons, entre l'intérieur et l'extérieur, et qui est reconnue par les sociétés d'Ancien Régime. C'est une transgression grave aussi, par exemple, de rentrer chez quelqu'un sans être invité. Si je peux rebondir là-dessus, effectivement, c'est la rue qui envahit l'espace privé quand même. C'est une des principales causes qui mène à ces enquêtes à la suite de Charivari. Quand elles nous sont parvenues, ça veut dire que la victime s'est plaint. Et lorsque la victime se plaint, c'est notamment parce que les jeunes qui, depuis la rue, finissent en fait par détruire la porte, envahir la maison, et souvent voler une vache, vendre la vache et boire l'argent, le produit, et en fait bu à l'auberge. C'est ce qui se passe à Chênes. J'espère qu'il n'y a pas de gens de Chênebourg ici. Donc en fait, il y a vraiment l'idée d'envahir la maison de quelqu'un. Et souvent, dans les sources, on n'a pas le numéro c'est pas comme chez nous, on habite à tel endroit, le numéro de la rue avec l'adresse, etc. C'est la maison de tel et tel. Donc il y a quand même cette importance symbolique qui me semble aussi jouer, même si on est dans des cas de chevauchement des sphères, ou bien de quelque chose de plus diffus que dans notre imaginaire, où on arrive à très bien différencier les deux. Là, peut-être, ça l'est symboliquement très fort, mais en même temps, dans les actes, parfois un peu plus diffus. C'est de nouveau paradoxal. On a parlé finalement de plusieurs rues, hein. Une rue physique, matérielle, une rue juridique,
une rue vécue aussi, me semble, qu'il y a tous ces éléments qu'on retrouve. Et c'est vrai que c'est assez surprenant parce qu'on n'arrête pas de parler de la rue et nous, on est à l'intérieur, en fait. On est tous et toutes dedans, au chaud. Effectivement, au très chaud, alors on parle de cette rue alors qu'on n'y est pas. Est-ce que vous, des fois, vous allez dans la rue pour faire vos recherches? Vous allez regarder physiquement les endroits, par exemple? Oui, bah, c'est sûr que c'est dommage si on reste uniquement assise ici à l'intérieur. On travaille plutôt dans les bibliothèques en général que dans la rue directement pour aller observer les rues, pour aller observer les espaces, ce genre de choses. Vous aviez une question aussi? J'ai 5 ans. Ma maman me répète sans cesse de croiser mes jambes quand je m'assois, même à la maison, pour pas que les hommes voient ma culotte. J'ai 7 ans. Mon papa me hurle dessus tous les jours pour me protéger du monde extérieur qui serait dangereux. J'ai 10 ans. Je hais les garçons. Je déteste la notion d'amoureux. Et si l'un d'entre eux m'aime, je vais le détester par principe. J'ai 13 ans. Mes parents divorcés depuis plusieurs années découpent mon emploi du temps. Je mange les midis chez papa à l'étage numéro 2. Le voisin de l'étage numéro 5, je le connais. Je le croise de temps en temps. Dernièrement, je le croise plus souvent. Il est là quand j'arrive. On dirait qu'il attend dans le hall de l'immeuble. Il prend l'ascenseur avec moi et il veut que j'aille chez lui. Mais j'ai bien retenu ma leçon. Non, on ne suit pas des inconnus. Mais bon, lui, je le connais un peu et il m'a ramené une surprise de son dernier voyage à Londres. Il connaît mes goûts en plus. Maintenant, c'est carrément tous les jours qu'il m'attend. Il est là quand j'arrive et aussi après, quand j'ai fini de déjeuner avec papa. Il a attendu tout ce temps. Je crois qu'il commence à me faire peur. Mais il n'est pas comme tous les autres messieurs qui font peur. Ceux qui me sifflent quand je marche dehors, ou même qui miaulent quand je passe devant eux. Ceux qui m'invitent dans leur voiture au passage piéton, ou encore ceux qui veulent mon numéro alors qu'ils ont l'âge de papa. Moi, j'ai appris à avoir peur du grand monsieur inconnu dans la nuit. Pas du gentil voisin à l'heure du midi. Je comprends pas. Finalement, c'est peut-être ni la rue, ni l'immeuble, ni la maison le problème. Mais bon, j'en sais rien, j'ai que 13 ans. Tu rencontres des gens, des nouvelles personnes, des nouvelles histoires. Puis t'entends plein palais et peur dans la même phrase. Toi,
C'est plutôt cirque et marché ou peur et violence qui te viennent à l'esprit? Flashback. D'anecdote en anecdote, de témoignage en témoignage, t'entends la gare, puis les grottes, la perle, ici, puis là-bas. Toi, en rentrant à minuit, t'es plutôt libre ou courageux? Flashback. Flashback. En fait, je ne peux récupérer la rue qu'avec quelques milliers de personnes et des banderoles autour de moi. Comment peux-je réclamer l'espace public de cette ville si après 10 ans, je décide de m'en aller? Mais en août 2016, du jour au lendemain, je réalise que ce n'est plus un choix, mais une nécessité, une question de survie. Protéger les enfants, me protéger. Cours, fais vite tes valises, pars d'ici. Tu laisses les enfants, tu pars toute seule. Mais tu fous le camp, tu dégages de cette vie, tu dégages de cette ville. Plus aucune trace de toi ici. 10 ans de vie dans 3 valises. Si difficile, je quitte Genève. Mais mon corps reste là-bas, mes pensées sont là-bas, l'espoir de retrouver ma vie est là-bas. Les endroits où j'étais heureuse sont là-bas, mais aussi l'endroit où ma vie s'est effondrée. Mais je veux rentrer. Pas d'autorisation, madame. Demandez à celui qui vous a fait fuir. En 2022, j'apprends sur l'arrêt de Tamboreras, la force collective féministe. Reviens, tu ne seras pas seule. Reviens. C'est ton droit et celui des enfants. Reviens. 2023, ça y est, une petite porte entrouverte. Tu peux sortir par là, mais seulement pour 90 jours de séjour. Mais tu peux sortir. J'arrive à Genève. Tout ce que je vois est douloureux et angoissant. Je vois le mal partout, même si je ne sais plus à quoi ça ressemble. Je le vois partout. J'intègre la RAID. Je rencontre d'autres femmes. Nous revendiquons nos luttes en collective. Des luttes d'ici, des luttes de là-bas, des luttes de partout. Je participe à mes premières manifestations. Mais je connais cette rue, cette place. On va me voir. On va apprendre que j'existe encore. Respire. Tu n'es pas seule. Tocan a una, nos tocan a todas. Je veux rentrer, mais installer à nouveau. Pas d'autorisation, madame. Demandez à celui qui vous a dit un jour de partir. Mais je demande. Avocate, signature, office cantonal de la population, courrier recommandé, mairie de Plan-les-Ouates, passeport, date d'entrée, office cantonal de la population. Monsieur autorise enfin madame et ses enfants de retourner en Suisse. Dois-je dire merci pour m'autoriser à reprendre une ville dans laquelle j'ai vécu 10 ans? Dois-je dire merci pour m'autoriser à parcourir Genève? Et une fois ici, je suis autorisée à passer par où? Répète, cercle, manifestation. Chaque espace par lequel tu passes est un espace de gagner. Maintenant, tu passes par où tu veux. Tu te promènes, tu récupères chaque trottoir, chaque place, et tu les remplis de sourires, des slogans, des chansons, des tambours. Tu récupères chaque coin, chaque mur gris de cette ville où la vie t'a placé, et tu les remplis de tes propres couleurs.
Aujourd'hui, grâce à l'action collective, les femmes et les diversités de genre pouvons reprendre l'espace public qui nous a historiquement été nié. Alors, venez nous rejoindre. Prenons la roue ensemble.